Ok là, donc déjà là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré notre modèle user, d'accord? Donc avec les champs qu'on a vus ensemble. Donc là, vous voyez, quand on génère le modèle user, qu'est-ce qu'on a? On a une migration qui est créée, d'accord? Donc la migration, c'est ce qui va permettre de... T'en fais pas Maxime, hein, je vais le rajouter sur YouTube ça. Donc là ici on a un fichier de migration qui a été créé, donc c'est ce qui va créer la table et les différents champs qui lui sont associés. On a également le modèle, hein, d'accord? Donc c'est ce qu'on générait initialement, et on a aussi les tests unitaires. Donc les tests unitaires, pour l'instant on va pas trop regarder ce que c'est, vous pourrez supprimer le dossier par la suite, mais bon, on va laisser ça pour l'instant. Donc là, le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier de migration. Donc là je vais simplement ouvrir l'application qu'on a nouvellement créée dans mon éditeur de texte. Donc là, ici, j'ai ma table user, d'accord, avec les différents champs qui lui sont associés. Là, je fais simplement une petite vérification pour voir si tout est bon. Pour moi, c'est bon. J'ai bien mon champ name, description, etc. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a lancé une migration? Déjà, la première chose que je fais, c'est que comme je n'ai pas créé ma table pour mon application, je fais raise db2.create, d'accord, donc pour créer la base de données. Donc, une fois que j'ai la base de données de créer, il suffit que je fasse un raise db2.migrate. Donc là, je suis sur SQLite 3. Pour ceux avec qui ça ne fonctionnait pas, je vous invite fortement à le faire depuis PostgreSQL. Donc, vous vous rappelez de la commande ou pas pour générer votre application avec PostgreSQL? Pour ceux qui avaient besoin de le faire. Pour ceux pour qui ce n'était pas nécessaire, c'est pas spécialement important. On va se refaire ça pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Donc rm-rf2 cv builder. Hein? Non, là, je vous montre tout simplement la commande pour ceux qui veulent faire depuis PostgreSQL, parce que je me rappelle que certains d'entre vous avaient une erreur lorsque vous la créez avec SQLite, notamment toi. Tu avais une erreur avec SQLite, avec la 1.3.6 là. Donc, ouais. Donc, raise, tac. Donc là, je fais la commande habituelle pour générer mon application avec raise 5.1.0, new cv builder. Et après, pour spécifier la base de données, je fais simplement un -d, d'accord? Donc, -d pour database. Et ensuite, je spécifie PostgreSQL. Donc, pour ceux qui avaient l'erreur avec SQLite 3, je vous invite à faire ça. Ça, la commande raise, donc tu spécifies la version entre les underscores. Après, tu fais new, espace CV Builder, -d PostgreSQL. Il y a vraiment personne qui a réussi à faire Stripe? Non? On avait essayé avec Grégoire, on avait vraiment essayé. Mais Ouais, mais je sais, je me je rappelle. pense que le problème, Vous m'aviez dit. plus en fait que vraiment Rise, on maîtrise moins que. Parce que l'API de Stripe, quand on la regarde, elle n'a pas l'air extrêmement compliquée. Ouais. Mais c'est plus que quand j'ai une erreur, vraiment, vu que j'ai. Rise, je sais pas trop où est-ce que ça se passe. Ouais. Pour débugger, vraiment, je suis un peu perdu quoi. J'aurais la même chose en Symfony, je pense que j'y réussirais. Ouais. Parce que je commence à bien le connaître quoi. Autant en Ruby on Rails, en fait, même débugger, je sais pas, pour moi, s'il y a des commandes un peu magiques, il y a des trucs où je sais pas trop si ça se passe. Ok. Je sais pas trop où les données transitent. Donc, Et puis au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de documentation sur la nouvelle version de Stripe sur Ruby on Rails. Parce qu'en plus, c'est une réglementation qui est européenne, donc forcément, les Américains, ils n'ont pas spécialement pas fait beaucoup de contenu là-dessus. Parce que c'est pas très utilisé en France. L'ancienne version, moi, je t'avais montré, ça marchait. Ça fonctionnait, ouais. Tu vois, bah, il y avait la documentation là-dessus, mais. Payment account et l'autre, c'était. Toi, c'était avec les charges directement, les charges directement. Donc là, voilà. Normalement, vous avez créé votre application. Donc là, je vais rentrer dans mon dossier CV underscore builder. Je vais relancer mon serveur. Et là, je vais relancer ma commande qui
générer mon modèle user. Ça va mieux avec PostgreSQL du coup, toi, Elliot? C'est bon avec... Ok, cool, parfait. Pour l'instant, ça marche en tout cas. Ça va un peu de temps. Ah, c'est moi qui ai un petit problème avec ma commande. J'ai simplement relancé la commande qui permettait de créer le modèle user et par la même occasion sa migration. Ouais, mais là c'est moi là. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas une bonne idée, mais je vais le fermer. Ok, c'est bon. C'est un fin avec Spring. Donc bref, là du coup, j'ai ma migration qui a été créée. Hein, donc on revient à même stade que tout à l'heure. Donc maintenant, il faut simplement que je crée ma base de données avec Rails DB 2.create, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc voilà, maintenant ma base de données elle est créée. Donc pour que ma migration elle soit effective, je vais simplement taper la commande railsdb 2.migrate. Voilà, donc là j'ai ma table user qui a bien été créée. Et comme tout à l'heure, j'ai bien le modèle user qui a également été créé. D'accord? Maintenant, on va se concentrer sur ce qui devient intéressant, c'est le reste. Donc, un profil sur un CV, qu'est-ce qu'il va avoir du coup? Donc là, je parle de tout ce qui est ressources externes au profil user. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre du coup? Son expérience. Exactement. Donc, on va mettre son expérience. Donc ça, on va le qualifier avec différents wordings, d'accord? Donc il y a aussi bien l'expérience professionnelle que l'expérience scolaire. Donc là, l'expérience scolaire, ça va être la scolarité, donc tout ce qui va être formation et tout. Et ensuite, on va aussi faire les expériences professionnelles.
Je pense qu'on va aussi pouvoir se faire une table compétences, d'accord, dans laquelle on va mettre les compétences. Euh, on pourra mettre un score pour ces compétences. On verra. Moi, je suis pas tellement fan du score pour les compétences. Ouais, Vous préférez mettre quoi, vous, du coup, pour les compétences? compétences, Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Une liste de compétences plutôt qu'un truc où on mettra... Ok, ça marche. On pourra aussi mettre des hobbies, donc des activités, les langues qui sont parlées. Donc je pense qu'on va partir sur ces 5 ressources-là. Donc on va se mettre un truc avec les compétences, les hobbies, les langues, les expériences professionnelles et la formation. D'accord? Donc on va pouvoir se créer dans un premier temps l'expérience professionnelle. Donc comme je suis pas le meilleur en anglais, je vais le traduire depuis Google Translate. Donc Professional Experiences. Donc là on génère un modèle qui s'appelle Professional Experience plutôt, puisque rappelez-vous, en Ruby on Rails, quand on génère un modèle, c'est au singulier. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre du coup dans l'expérience professionnelle? Donc, pardon? les skills. Pardon? Dans l'expérience professionnelle, on mettra plutôt les, tu sais, du coup, la date dans laquelle on a travaillé dans la boîte, la société, le titre du poste et une description. Donc, les skills, on les mettra plutôt ici dans compétences. Ok? On va faire un modèle par différents éléments du. Ouais, on va se faire un modèle pour chaque truc. Pourquoi tu l'aurais fait comment toi? Ah non, non, c'est une vraie question. Non, 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 mais je te pose la question. Si jamais tu l'aurais différencié autrement. non, non, non. En fait, c'est pour faciliter après la gestion des ressources depuis ActiveAdmin. Comme ça, après, on a un modèle pour chacun des topics qu'on va mettre sur le CV. Donc, on aura ici un truc pour les compétences. Je pense que ça, pour le coup, en effet, on peut le regrouper dans un seul et même modèle. Peut-être que, en effet, on peut aussi faire ça pour expérience professionnelle et formation. Mais on verra peut-être que par la suite, il y aura des éléments qui seront propres aux expériences professionnelles et aux formations. Donc ça, dans un premier temps, on va le dissocier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, pour compétences, hobbies et langues, ça, pour le coup, on pourra le mettre dans un seul et même modèle. C'est ça, exactement. Mettre une catégorie pour ça. Donc du coup, là, on va se créer le modèle professionnel expérience. Donc déjà, lui, ce qu'il va prendre, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce type de données, donc c'est 2 points référence. Donc quand on met user 2 points référence, quand on crée un fichier de migration, ça va permettre de créer la liaison directement entre le modèle professionnel expérience et le modèle user. D'accord? Donc ça va créer la foreign key. Donc là, on va pas avoir user en base de données. Ce qu'on va avoir, c'est user ID. Et directement, quand on aura généré le modèle dans Professional Experience, on pourra voir Professional Experience belongs to user. D'accord? Donc là, ça fait bien comprendre à Ruby on Rails que chacune des Professional Experience est propre à un user. Ça va pour vous jusque-là, ça? Comment il fait la différence déjà entre du many-to-many, many-to-one Ça, c'est à nous de le spécifier en fait. On va le spécifier dans user. Donc dans user, ici, on pourra mettre as one, as many, has many true. Donc has many true, c'est tu sais quand on a une table intermédiaire. T'as un truc à dire sur mon anglais, toi? C'est quand on a une table intermédiaire entre les deux tables, d'accord? Imaginons qu'on ait, je sais pas moi, imaginons qu'on ait une table, order et une table product. Bah, entre order et product, ce qu'on pourra spécifier, c'est order has product, puisque un produit, il peut être exactement pour plusieurs users, pour plusieurs orders. Donc RG modèle professional experiences, donc on va avoir user. On va se mettre un start date, d'accord? Donc ça va être une date. On pourrait très bien le mettre dans un champ string aussi, en vérité, si on veut simplement spécifier l'année. Start date. Et on va se mettre un end date. Donc pareil, pour ça, on va mettre un champ date. D'accord? Ensuite, je pense qu'on peut spécifier le nom de l'entreprise. Donc pour ça, on va mettre Enterprise.
Firm ou Society? On met Firm ou Society ou Enterprise? Compagnie. Ah, compagnie, c'est mieux. Donc on va aussi avoir une city. On pourrait mettre... on va se mettre adresse, hein, comme ça vous serez libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Aussi bien la ville ou le pays. Donc ça on va le faire contenir un champ string. Et pareil, là on va mettre un job title comme on a pu le faire sur le user tout à l'heure. Et enfin, on va avoir une description qui va être de type... Non, texte pour le coup. Puisqu'on va vouloir mettre un champ un peu plus long pour ça. Donc là, on peut se mettre un champ texte pour la description. Donc je pense que là on est bon. Je pense que ce qu'on peut se rajouter, c'est un booléen, donc published, qui va nous permettre d'archiver le post si on peut le faire apparaître sans pour autant le supprimer. D'accord? Donc on va créer un booléen qui s'appelle published et qui par défaut sera en false. D'accord? Donc voilà, si on veut l'activer, on a juste à le cocher depuis l'interface d'administration qu'on se mettra après. D'accord? Tout le monde arrive à suivre jusque là ou pas? Ouais? Ok. Donc là, pareil, j'ai mes tests unitaires qui ont été créés. Ça, c'est un dossier que vous pourrez supprimer par la suite. En vérité, dans la commande regmodel, vous pouvez spécifier que vous ne voulez pas les mettre. Donc là, les deux fichiers qui ont été créés, encore une fois, c'est le fichier de migration et le modèle. Donc là, on va jeter un œil sur le modèle, donc expérience professionnelle. Donc vous voyez ici, on a bien le modèle professional experience qui belongs to user. Donc on sait ici que ça appartient au user. Et on a également le fichier de migration qui a été créé pour professional experience. Donc ici, on voit qu'on a une référence à user. C'est bien une foreign key. Ensuite, on a start date, end date, compagnie, adresse, job title, description. Et ici, on va se faire une petite modification avant de lancer la migration. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai le booléen published. Qu'est-ce qui lui manque à lui? C'est quoi la règle pour un booléen? Exactement. Donc, on va lui mettre une valeur par défaut. Exactement. Donc là, je vais lui mettre un default false. D'accord? Donc par défaut, par défaut, ce sera false. Donc ça voudra dire que ce sera à l'utilisateur de spécifier s'il veut que ça apparaisse sur son CV ou non. D'accord? Libre à vous si vous voulez mettre en published default true. D'accord? Moi, pour le coup, je le mets en default false. Ça va pour tout le monde jusque-là ou pas? Ouais, ok. Donc une fois qu'on a rajouté ça, on va lancer les migrations. Là, je suis dans le fichier de migration. Donc moi, vous allez voir, hein, je passe principalement par la commande P pour aller chercher les fichiers directement. Donc là, je tape migrate. Comme j'ai que deux migrations, c'est facile. Donc tout à l'heure, on avait create user et maintenant, on a professional experience. Donc là, c'est le fichier de migration. Donc si je veux vérifier que les migrations que j'ai faites depuis tout à l'heure, elles sont correctement faites, je peux me rendre dans le fichier qui s'appelle schéma, d'accord? Donc SCHEMA. Donc c'est dans db/schema.rb. Donc vous voyez ici, j'ai bien mon modèle user, donc ma table user, pardon, avec ces différents champs qui lui sont créés. Donc bien entendu, j'ai bien un champ ID qui n'apparaît pas ici, puisque c'est créé par défaut. Et par défaut, j'ai ces deux champs-là qui ont été créés, donc le champ created at et updated at. Donc ça, du coup, quand on crée une ressource, on a directement sa date de création, et quand on la met à jour, à moins qu'on skip les callbacks, on aura toujours une date de mise à jour de la ressource. D'accord? Donc ici, j'ai bien la foreign key pour Professional Experience, qui est Users. Ok? Donc là, pareil, ici, j'ai bien mon champ, ma table, pardon, Professional Experiences. Donc, j'ai bien User ID. Et ici, j'ai bien l'index qui a été mis sur User ID pour faciliter la recherche. D'accord? Donc là, j'ai bien mes champs qui sont en default false. Et bref, l'ensemble des champs qu'on a voulu créer. Ok? Donc maintenant, ce qu'on peut se faire, c'est quoi? C'est se rendre dans le modèle user. Donc dans le modèle user, c'est pas obligatoire, mais c'est, il faut le faire, quoi. Ici, on va spécifier qu'un user, il peut avoir quoi? Plusieurs ou une seule professional experience?
Plusieurs. Donc ici, has underscore many professional experience. D'accord? Là, il y a une faute là. Dans mon has many. C'est quoi à votre avis? C'est le S. Exactement. Comme il y a plusieurs expériences professionnelles, c'est professional experiences. Voilà. Tout simplement. Donc, maintenant, j'ai un user qui a plusieurs expériences professionnelles. Ok? Donc ça, on a dit que les compétences, les hobbies et les langues, on pourrait le répertorier dans un seul et même modèle. Vous l'appellerez comment, vous? Skills. Ok, en effet, on va appeler ça skill. Donc on va se créer un modèle skill. D'accord? Donc ce modèle skill, il va avoir... Qu'est-ce qu'il va avoir comme champ ce modèle skill? Une chaîne de caractères, donc on va simplement l'appeler name. Hein. Donc ça, name, qui sera une string. On peut se mettre un score aussi, pour ceux qui veulent se mettre un score par la suite. D'accord? Donc on va mettre un integer dessus. Score de point integer. De quoi? On va peut-être le mettre en optionnel du coup. Le score? Ouais. Ouais, enfin du coup, tu seras pas obligé de le remplir là. Là, on met simplement le champ en base de données. Après, ce sera libre à vous de l'utiliser ou non. Ok? Et ensuite, pour la catégorie... Pardon? On va faire un autre modèle, non? On pourrait faire un autre modèle. Après, je me demande si ça a du sens, dans le sens où, en vérité, ça va être figé. Dans le sens où on va uniquement avoir compétences, hobbies et langues. Donc on pourrait soit se créer une chaîne de caractères, soit utiliser ce qu'on appelle un enum. D'accord? Donc ça, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Donc, on va se créer un champ catégorie. Et à votre grande surprise, ce champ catégorie, ça va être un integer. D'accord? Un integer parce qu'on va transformer ce champ catégorie qui est de base un integer en enum. Et pour ça, en fait, on va passer par le modèle. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a créé un modèle qui s'appelle skill, donc il va contenir un name, un score et une catégorie. Ok? La catégorie, faites bien attention, c'est un integer. J'ai oublié quelque chose là. À votre avis, c'est quoi? Est-ce qu'il est public ou pas? Enfin, est-ce qu'il est Là, public ou pas? on pourrait se rajouter ça, en effet. Ça, vous voulez le rajouter ou pas le published? Dans le sens où en vérité... Non, enfin, non, si on a oublié un truc, je pensais à ça, mais c'est pas nécessaire. Hein. Ouais, vous pouvez le mettre en vérité si vous voulez, mais là je pensais à autre chose. On a oublié de mettre la référence à l'utilisateur auquel on va associer. D'accord? Donc pour ça, c'est ça. Hein, pardon? La relation. Exactement, la relation. Donc pour ça, on fait simplement user, deux points référence, comme on a pu le faire tout à l'heure pour la table Professional Experiences. D'accord? Donc là, on crée notre modèle. Donc comme tout à l'heure, pareil, on a le modèle skill qui a été créé, avec à l'intérieur la relation au user, donc belongs to user. Et on a également le fichier de migration qui a été créé, donc create skills. D'accord? Mais du coup, pourquoi il y a un user référence avec un S? Puisque référence, ça prend un S. On fait une référence avec un... C'est une convention. Je saurais pas dire pourquoi pour le coup. Donc, c'est un wording, hein, simplement. Ouais, bah là pour le coup, il y a un S à référence. Je t'avouerai que je me suis pas posé la question encore, mais j'aurais regardé et je te répondrai. Du coup, là, on va lancer la commande raisedb2.migrate pour que la commande, pour que la migration, elle soit effective. On peut également maintenant jeter un œil à schéma pour être sûr que tout a bien été fait. Donc maintenant, j'ai bien skills qui a été rajouté. D'accord? Donc maintenant, je me rendre dans mon modèle user. Et pareil, pour ce user, on va dire qu'il a plusieurs skills. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un has many skills. D'accord? Donc là, je vais vous montrer autre chose. Donc raise enum integer.
Donc vous voyez ici, en Ruby on Rails, en vérité, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer un integer en enum, d'accord? Donc ici, ce qu'on va se créer, c'est un enum pour la catégorie, d'accord? Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc on va aller dans le modèle qui s'appelle skill, ok? Et ici, on va simplement écrire enum. Ensuite, on va spécifier le champ pour lequel on veut, le champ qu'on veut transformer en enum. Et en l'occurrence, c'est catégorie, d'accord? Ensuite, ici, ce que vous avez, c'est les différentes catégories que vous allez avoir pour cet enum, d'accord? Donc, nous, pour le coup, ce qu'on va créer comme catégorie, c'est... Alors, Il y avait les vrais skills, enfin, vrais skills, hobbies et langue, c'est ça. Donc, comment vous appelleriez les skills, les compétences? On peut l'appeler compétences aussi en anglais, du coup, ça? No idea. C'est deux textes d'expert. Expert English. Comment on dit? Competencies, ok. Donc, première catégorie, competencies. Et comme on l'appelle le truc skill, tu vois, c'est pour différencier. Donc, on va l'appeler competencies. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Hobbies. Hobbies, exactement. Donc, en vérité, on va le mettre au singulier. Donc, compétences, hobby. Et le dernier, c'est pour les langues, Language. language, exactement. Tac. Donc, maintenant, vous allez voir, donc là, vous pouvez voir sur la documentation qu'en gros, vous voyez ici, ça va nous permettre, sur la ressource, de pouvoir invoquer ces trois choses-là. D'accord? Donc, ici, si je mettais par exemple ma skill, je vais vous montrer ça. Donc là, on va s'ouvrir la console de Ruby on Rails, d'accord, avec Rails C. Donc ici, on va se créer une nouvelle skill, d'accord. Donc pour ça, je fais skill.create, d'accord. Donc je vais mettre un name. Donc là, pour la skill en l'occurrence, ce que je vais mettre, c'est, je vais l'appeler, je sais pas moi. Comment est-ce que je peux l'appeler? Allez, je vais mettre English. English. En score, puisque c'est moi, je vais mettre 100. Donc c'est une échelle qui va de 0 à 100, bien sûr. Ensuite, on va voir la catégorie. Et ici, en fait, plutôt que de spécifier un integer, je vais pouvoir spécifier une chaîne de caractères. En vérité, je pourrais très bien spécifier un integer, mais ça aurait moins de sens, d'accord? Donc l'integer, il va de 0 à 2, puisque j'ai 3 catégories. Ici, comme catégorie, j'ai compétences, hobby et language. Donc compétences, ça va être 0, hobby, ça va être 1, et language, ça va être 2. Mais plutôt que de taper directement l'integer, ici, je peux directement taper la compétence sous forme de string, d'accord? Donc vous voyez ici, je crée ma skill. Donc là, j'ai bien créé ma skill avec pour catégorie language. Là, je vais faire contenir ma skill dans une variable, d'accord? Donc je vais faire... Quoi? Ah oui, ok. J'ai oublié de spécifier un user. Et comme c'est obligatoire, ça va pas fonctionner. Ouais. Ok. Moi, tu tapes raise model enum integer et tu vas trouver la documentation. Mais je te laisse regarder du coup. Ici pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter le belongs to user. Le faites pas vous, mais c'est pour comment ça s'appelle. C'est pour ne pas avoir à la spécifier pendant que je crée ma skill, d'accord? Donc là ici, je crée ma skill, ok? Donc là, elle a bien été créée. Là, je fais contenir ma skill dans une variable skill, ok? Donc là, si je tape skill, vous voyez ici, ma catégorie, elle contient bien language, d'accord? Donc si je fais skill.catégorie, je reçois bien language, d'accord? Mais vous voyez, ma catégorie, ça peut aussi être une compétence ou un hobby. Donc là, ce que je peux faire, moi, c'est skill.compétence, point d'exclamation. Et en faisant ça, et ben ça update directement ma skill, la catégorie de ma skill, à compétence. D'accord? Donc ça, vous pouvez voir dans la documentation. Ici, ça va update en la catégorie pour laquelle j'ai mis statut. Si je fais un skill.language, point d'interrogation, ça me retourne false puisque c'est pas un language. Par contre, si je fais un skill.compétence, point d'interrogation, j'ai true puisque maintenant ma skill c'est une compétence. Là, je vais simplement remettre ma skill en un language.
ça vous pouvez l'oublier. Hein. Bref, c'était simplement pour vous le montrer. Mais bref, en gros, ce qu'on a créé ici, c'est une skill avec pour catégorie non pas une string, donc une chaîne de caractères, mais un integer. Pourquoi est-ce qu'on va créer des enums? Puisque rechercher via un integer, ça facilite la recherche, d'accord? La recherche, ça se fait plus rapidement via un integer que via une chaîne de caractères. Ok? Donc là, je vais exit. Pour le reste, donc les formations et tout le reste, je vais vous laisser le faire tout seul. En revanche, ce qu'on va se faire ensemble là, c'est qu'on va comment ça s'appelle? On va se rajouter la gemme qui s'appelle ActiveAdmin, d'accord? Du coup, dans le user RP, t'as bien Admin profession expérience. Et un As Many Skills, exactement. Donc là, Il a jamais d'autocomplétion ou c'est mon truc qui vient de parler? de quoi? Genre, quand je tape Asmeni, 2 points professionnel expérience, il propose jamais d'autocomplète ou de. Autocomplétion? Bah écoute, moi j'en ai pas en vérité, donc bah si j'en ai moi avec Atom il me semble. Tu vois, si je fais un As Many, j'ai le As Many en effet, mais c'est vrai qu'il me propose pas l'autocomplétion après. Mais il y a des comment ça s'appelle? On a des IDE pour Ruby on Rails, tu peux configurer un IDE avec VS Code normalement. Moi j'en utilise pas personnellement. Il y aura des plugins, des sortes de. Ouais, des extensions. Moi j'utilise pas d'IDE, mais tu peux utiliser un IDE pour Ruby on Rails, comme pour n'importe quel autre langage d'ailleurs. Donc pour installer ActiveAdmin, on va simplement se rendre sur la gemme d'ActiveAdmin, sur sa page de documentation. Donc vous pouvez soit aller sur le GitHub, soit aller sur activeadmin.info/documentation.html. Donc pour ajouter une gemme, je ne sais pas si vous vous rappelez, Gemfile. exactement, gemfile. Et ensuite, donc vous voyez ici dans le gemfile, on a plusieurs catégories. Donc on a une catégorie globale où on peut mettre toutes nos gemmes. Et on a aussi un groupe développement test, un groupe développement et un groupe test. La vérité c'est que nous, bah, cette gemme, on en a autant besoin en production qu'en développement ou en test. Donc on va le mettre dans le groupe global. D'accord? Dans le groupe global. Donc là, je rajoute simplement la gemme ActiveAdmin. Ok? Donc une fois qu'on a rajouté une gemme, qu'est-ce qu'on fait? On installe. C'est ça, via la commande bundle install. Tu peux mettre où tu veux la Active. C'est ça. Ouais, moi je l'ai mis juste au-dessus du groupe développement et test. Moi je mets toutes mes gemmes par défaut juste au-dessus du groupe développement et test. À la fin du scope global quoi. Donc ensuite, vous voyez ici, donc après avoir mis à jour votre bundle, lancez la commande d'installation raise generate active admin 2.install. Donc raise generate active underscore admin 2.install. Donc là j'ai une erreur. En fait l'erreur je l'ai parce que ActiveAdmin dépend d'une gemme qui s'appelle Device, d'accord? Donc pour pouvoir utiliser ActiveAdmin, il faut au préalable avoir installé Device. Donc pour ça c'est très simple. Je rajoute simplement la gemme Device juste avant ActiveAdmin. D'accord? Donc une fois que j'ai rajouté ma gemme Device à mon gemfile, donc D-E-V-I-S-E pour Device, je relance à nouveau bundle install. Et là du coup je suis à même de relancer ma commande raise generate ActiveAdmin 2.install. On me dit que ça va trop vite, hein? Ça va un peu vite là? Ok. Donc dans votre gemfile, vous rajoutez la gemme Device juste avant la gemme ActiveAdmin, puisque la gemme ActiveAdmin, elle demande une authentification, donc elle dépend de Device. Ok? Donc une fois que les deux gemmes elles sont installées, donc une fois que vous avez installé la gemme via bundle install, il suffit que vous lanciez la commande raise generate active underscore admin 2.install. D'accord? Donc une fois que vous avez lancé cette commande, vous allez voir que ça a généré la commande d'installation de Device. Ok? Donc ActiveAdmin va installer Device par défaut si Device n'a pas été installé. On a un fichier d'initialisation pour Device. On a la locale, donc les traductions pour Device. En l'occurrence c'est en anglais, mais vous pourrez récupérer le fichier de traduction en français. Donc là, en première étape, ils nous disent, voilà, assurez-vous d'avoir défini une route par défaut pour Action Mailer. Donc,
Ça, c'est pour la gestion du mailer sur Ruby on Rails. Donc, on va simplement copier cette ligne-là. D'accord? Et la rajouter dans le fichier qui s'appelle développement.rb. Et on va se le mettre à la fin du bloc. OK? Ensuite, en deuxième étape, ils nous disent d'être sûr d'avoir défini une route par défaut. Donc, ça, nous, pour le coup, on ne l'a pas encore fait, puisqu'on n'a pas encore fait le contrôleur home avec la vue index. Et ensuite, ils nous disent, assurez-vous d'avoir mis les flash messages sur application.html.rb. Donc, qui se rappelle de ce que c'est qu'un flash message? C'est ça, c'est une alerte. Donc ça, c'est quand on veut passer une information du contrôleur à la vue. On passe par les flash messages. Donc vous avez la même chose en Symfony ou sur Laravel. Et ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est que si on veut générer les vues pour Devise, pour la customisation, on peut lancer la commande raise j devise .views. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc là, ici, on a les différents modèles, les différents fichiers qui ont été créés par ActiveAdmin. Là, on peut aller dans le modèle admin user, d'accord? On a également un fichier de migration pour admin user avec des champs par défaut. Donc par défaut, c'est un email, un mot de passe et quelques autres champs. Et on a également un fichier de seeds qui a été peuplé, d'accord? Donc vous voyez ici, c'est une commande qui va vous permettre de créer un user. Donc vous pouvez soit lancer le fichier de seed, ça je vous montrerai comment le faire, soit directement taper cette commande depuis votre console. Ok? Donc là, je pourrais très bien copier ça, ou simplement taper raise db2.seed, d'accord? Pour lancer le fichier de seed. Donc là, le fichier de seed, une fois qu'il a été appelé. Si je modifie le truc, ça sera pas un bon nom. Pardon? Si je modifie, je peux mettre ce que je veux à la place de l'email. Dans le fichier de seed? Ouais. Tu peux mettre ce que tu veux dans l'email, c'est ça exactement. Donc là, vous pouvez mettre le champ que vous voulez. Alors là, ça me dit que avant de lancer le fichier de seed, il faut d'abord que je lance une migration via la commande raise espace db2.migrate. Donc après ça, je peux lancer le fichier de seed. Et là, normalement, si je me rends sur mon application, donc je vais lancer la commande. Là, je me permets d'aller un peu vite dans le sens où c'est enregistré, donc vous pouvez revenir dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, je lance Rails Server. Donc localhost, par défaut, j'ai cette page-là, puisque j'ai pas encore défini ma page d'accueil. Et là, si je tape /admin, j'arrive sur l'interface d'administration d'ActiveAdmin, d'accord? Donc, par défaut, on l'a vu tout à l'heure, moi c'est admin@example.com. Ça dépend de vous, comment est-ce que vous avez défini ça dans votre fichier de seed. Et le mot de passe, c'est password, d'accord? Donc apparemment, c'est pas ça. admin@example.com. Et le mot de passe, c'est... Pardon? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être que j'ai oublié de... Ah non, pourtant j'ai créé le... admin@example.com. Et le mot de passe, c'est password. Voilà, c'est bon. Donc là, je suis sur mon interface d'administration. Il y a deux ressources qui sont inscrites par défaut. Accrochez-vous, hein, il reste plus que 15 minutes là. Donc admin users, ici je peux créer autant d'admin users que je veux. Et j'ai aussi les commentaires. D'accord? Donc les commentaires, je vous montrerai ce que c'est. Mais sur chacune des ressources que vous créez, vous pourrez ajouter des commentaires. D'accord? Imaginons que vous souhaitiez faire de cette interface d'administration un CRM. Imaginons que vous ayez différents users.
Vous pouvez rajouter un commentaire sur le user en disant, bah, par exemple, celui-là, je l'ai appelé tel ou tel jour. D'accord? Vous pourrez rajouter un commentaire sur chacune des ressources que vous avez. On retourne sur la documentation de ActiveAdmin. Et ici, là, c'est la dernière étape. On va voir comment est-ce qu'on crée une page pour une ressource qu'on a créée. Donc là, on va créer une page pour la ressource user, d'accord? Donc pour ça, c'est assez simple. Donc pour enregistrer votre premier modèle, lancez la commande raise, espace generate, espace active underscore admin de point ressource, ensuite le nom du modèle, d'accord? Donc dans ma ligne de commande, je tape raise generate active admin de point et ensuite le nom du modèle. En l'occurrence, c'est user. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez ici, j'ai app/admin/users. Donc ici, j'ai bien admin/users. Donc cette page-là. Ici, faites attention à ne pas supprimer les commentaires immédiatement, puisque ça va donner pas mal d'explications sur comment est-ce que ça fonctionne. Et si ici, je rafraîchis ma page d'admin, j'ai une nouvelle page maintenant, un nouvel onglet qui s'appelle users. Et ici, donc j'ai des filtres par défaut. Donc les filtres par défaut, ça s'applique à tous les comment ça s'appelle, à tous les champs que j'ai en base de données. Donc j'en ai un pour l'expérience professionnelle, les skills, le name, la description, l'avatar, l'adresse, etc. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau user, d'accord? Et ici, ce nouveau user, je vais pouvoir lui spécifier son name, sa description, son avatar, son adresse, son birthday, son phone number et son job title. Ok? Par contre, quand je vais enregistrer par défaut, bah, ça ne va pas enregistrer les champs que j'ai créés. Pour ça, il faut une dernière chose dans mon fichier d'admin pour user, c'est permit params, d'accord? Donc, il va falloir que je permette le params name, description, avatar, adresse, birthday, phone number et job title. Donc, vous voyez ici, par défaut, ça a déjà été fait. Il faut simplement le décommenter. D'accord? Donc là, je le décommente. Et là, ça me permet de permettre l'ensemble des champs pour mon user. Ok? Donc là maintenant, si je rajoute un nouveau user avec dans name Emmanuel de Rosin, petite description. Bon, l'avatar, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, ici vous pourrez spécifier une URL. Ici je mets France. Ici en birth date, bah, je mets n'importe quelle date, hein, on s'en fout. Phone number 07xxxxx. Ici, je mets développeur pour job title. Je fais create user. Et là, du coup, ben, j'ai bien créé mon user. D'accord? Je vais dans ma liste des users. Et j'ai bien mon user qui a été créé avec les différents champs. D'accord? Ici, ensuite, sur la droite, pour faire ma recherche, je peux filtrer selon le nom, la description, l'avatar, etc. Donc là, si je filtre avec Emmanuel, j'ai personne. Ah, c'est dans description, pardon. Si je mets Emmanuel ici, bah, j'ai bien mon user qui s'appelle Emmanuel. D'accord? Donc ça, du coup, je vous invite à le faire pour l'ensemble des ressources qu'on a créées et qu'on va créer. Et je vous invite du coup à faire la vue par la suite. Pour rappel, vous allez devoir créer un contrôleur home par exemple, ou un contrôleur user plutôt, d'accord, qui va contenir les compétences pour chaque user. Vous allez avoir des vues que vous allez devoir créer, des différents fichiers pour l'admin. Rappelez-vous que les assets, donc le JavaScript et le CSS, ils sont contenus dans assets. Donc ici vous avez style sheets, application.css ici, et activeadmin.js qui est juste ici. D'accord? On va arrêter l'enregistrement pour maintenant.